Dans l'actualité ce soir, une injection par personne, c'est parti pour la campagne de vaccination contre la grippe A. Officiellement, elle commence demain, mais elle a déjà démarré dans un hôpital des Hauts-de-Seine. Trafic perturbé dès ce soir, la SNCF connaît sa première grève nationale depuis un an. Un corail et un TER sur 2 seulement seront en service. Le détail de la circulation dans un instant. Le sommet de Vienne sur le nucléaire iranien, les premières discussions sont jugées constructives. On verra que l'accord proposé à l'Iran est digne d'un roman d'aventure. Il prévoit d'acheminer l'uranium en France pour l'enrichir sous contrôle. Un témoignage ce soir sur la castration chimique, celui d'un prêtre plusieurs fois condamné. Il a choisi cette méthode et il se dit libéré de ses démons. Nous l'entendrons à quelques jours de la révision de la loi. Faut-il croire aux livres électroniques? En attendant Google et Apple, le géant américain Amazon lance son modèle en France et dans une centaine de pays. Reportage et explications. Enfin, les Bleus contre les Verts. Le tirage au sort a parlé. C'est l'Irlande qui sera l'adversaire de la France lors des barrages pour le Mondial 2010. On verra qui sont ces joueurs irlandais à la fin de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. D'abord donc le coup d'envoi de cette campagne de vaccination contre la grippe A. Premier concerné les personnels de santé dans les hôpitaux. Une campagne qui démarre officiellement demain, mais certains ont devancé l'appel à Garches dans les Hauts-de-Seine. Reportage José Blanc-Lapierre, Yann Moine. Dans le sous-sol de l'hôpital, seule la pharmacienne a accès au vaccin conservé ici par -4 degrés. 1 millier de doses livrées vendredi dernier. Les premiers flacons sortent des boîtes. La vaccination peut commencer. Premier servi, les étudiants en médecine. Merci beaucoup. On commence la vaccination? Ouais. Vous êtes partant, vous? Ah ouais, tout à fait. J'ai pas envie de choper la grippe A, comme trop de monde. Mais avant l'injection, un questionnaire pour écarter toute contre-indication. Un suivi médical particulier? Pas de fièvre, pas de traitement particulier, pas d'allergie. Signature du médecin du volontaire. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on ressent? Rien du tout. Vraiment rien? Ah non, juste la petite piqûre au début, puis voilà. Et parmi les futurs médecins, la vaccination a fait l'unanimité. Tous ont répondu présent. En étant stagiaire en maladies infectieuses, on peut être en contact avec des personnes atteintes. Contrairement à la grippe saisonnière où c'est plutôt les personnes âgées, là ça peut toucher des gens de notre âge, donc je pense que c'est important de se faire vacciner. À droite, le principe actif. À gauche, l'adjuvant, une substance huileuse qui rend le vaccin plus efficace. Le mélange des deux permet d'obtenir 10 doses, 10 injections. Quant à savoir si ces étudiants devront revenir une seconde fois, pas de décision encore. Pour une partie de la population, peut-être qu'une dose serait suffisante, mais on aura la réponse dans les jours ou les 2 semaines qui viennent. Demain, dans toute la France, l'ensemble du personnel soignant sera à son tour sollicité pour être vacciné contre le virus H1N1. Et pour vous et moi, ce sera après les vacances de la Toussaint. 94 millions de doses ont été commandées. Rappelons que cette vaccination n'est pas obligatoire, mais elle est recommandée par les autorités. Une journée de grève nationale à la SNCF, c'est la première depuis plus d'1 an. Selon la direction, 1/3 des 155 000 cheminots vont cesser le travail demain. Et comme toujours, le mouvement a commencé dès ce soir 20 h, il y a quelques minutes. Il s'agit pour les 3 syndicats qui ont lancé le mot d'ordre de défendre l'emploi et les salaires face à la réorganisation de l'entreprise. Alors si vous devez voyager ce mardi, prenez vos précautions. Bonsoir Agnès Molinier, vous êtes en direct de la gare Montparnasse à Paris. Quelles sont exactement les prévisions de trafic ? Ce que l'on peut dire déjà, David, on l'a vu sur les images d'Éric Mézy, les voyageurs ne semblent pas pris au dépourvu ici, gare Montparnasse. Ils ont même été informés, puisque vous le savez, avec le système du service garanti en vigueur, la direction peut établir des prévisions assez précises, 48 heures à l'avance. Les voici. Pour le réseau TGV, il devrait y avoir 1 train sur 2. Pas de perturbations sur les lignes internationales, dont le TGV Est, et 2 trains sur 3 pour le TGV Nord. Concernant les corails, les TEOS et les TER, 1 train sur 2 également, avec de fortes disparités selon les régions. Notez bien le numéro de téléphone pour la France entière, le 0805 90 36 35. Enfin, en Ile-de-France, 50 à 75% du trafic devrait être assuré. Le RER A et E ne serait pas touché. Là aussi, un numéro de téléphone, le 0805 700 805. Tout devrait rentrer dans l'ordre à la première heure, mercredi.
Agnès Molinier à Paris. Merci Agnès pour toutes ces précisions. Autre actualité de cette journée, cette décision très rare dans le monde de l'enseignement supérieur. Le président de l'université de Toulon a été suspendu pour 6 mois. Il est soupçonné d'avoir tenté d'entraver une enquête en cours sur un trafic de faux diplômes. Des centaines d'étudiants chinois, certains ne parlant même pas français, en auraient bénéficié en échange de versements d'argent liquide. Enquête Yvan Martinet, Claire-Marie Denis. Ce n'est peut-être pas la baie d'Hong Kong, mais ce pourrait être la fac de Shanghai. Bienvenue à l'université de Toulon. Son soleil, sa garrigue et sa forte proportion d'étudiants chinois. Ici, dans certaines filières, ils représentent jusqu'à 30% des élèves inscrits. Mais de plus en plus, cette présence apparaît suspecte. Sur le campus de Toulon, la justice soupçonne un trafic de diplômes. Et pas question d'en parler. Omerta sur le campus. Bonsoir. Hors caméra pourtant, ces étudiants ont des choses à dire. Parmi eux, ce jeune homme, originaire de Shanghai. Voici comment il a intégré une filière très prisée de l'université de Toulon. Vous, pour venir à l'IAE de Toulon, vous avez payé? Oui, il faut. Et c'était combien? Moi, ça dépend de la personne, hein. Ça dépend de la personne. Moi, j'ai payé 3 000 €. En échange, John a reçu sa carte d'étudiant et ce certificat de scolarité. Et toi, tu lui as donné 3 000 €? Oui. Et tu lui as donné comment? C'était où? Dans l'université, dans le jardin, enfin pas juste. Une somme versée en liquide à un intermédiaire pour s'assurer une place dans une filière prisée de la fac de Toulon. Pourtant, chinois ou non, ici en théorie les étudiants n'ont rien à payer de plus que leur droit d'inscription. 450 €, c'est tout. Alors, qui est complice de ce mystérieux intermédiaire? La section financière de Marseille enquête. Mais elle n'est pas la seule. L'inspection générale de l'éducation nationale, elle aussi, a mené ses investigations. Elle vient de rendre ce rapport confidentiel à Valérie Pécresse. Elle y dénonce de graves irrégularités dans les modalités d'accès. En conséquence, la ministre, aujourd'hui même, a suspendu de ses fonctions Laroussi Oueslati, le président de l'université. C'est un procès d'inquisition. On cherche donc un coupable et nous avons monté un dossier à charge pour trouver un coupable. Et ce que je peux vous dire, c'est que au sein de mon université, il n'y a pas de trafic de diplômes. Il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements administratifs que nous avons corrigés. Au total, il serait 438 étudiants chinois à avoir accédé à l'université de Toulon en dehors de tout cadre légal. Yvan Martinet et Claire-Marie Denis, dont vous l'avez aperçu, vous retrouverez le reportage complet ce soir dans Complément d'enquête. Pot de vin, corruption, quand les élites dérapent. C'est à ne pas manquer à partir de 22h20 avec Benoît Duquesne. Le conflit du lait, c'était une journée très attendue aujourd'hui. Eh bien, la Commission européenne a finalement cédé à la pression. Elle s'apprête à débloquer 280 millions d'euros pour les exploitants du secteur qui dénoncent, vous le savez, la chute des prix. Bonsoir François Baudonnet, vous êtes en direct du Luxembourg. C'est un geste, mais un geste pas suffisant pour les éleveurs. Il y a encore eu des affrontements là-bas. Oui, absolument. Cette journée a été marquée par une très forte tension. Des échauffourées ont opposé toute une partie de l'après-midi les agriculteurs aux forces de l'ordre luxembourgeoises. Du lait, surtout des œufs, ont été jetés sur les forces anti-émeutes. Et conséquence, eh bien, les ministres de l'Agriculture ont tenu leur réunion ici avec en bruit de fond les hélicoptères de la police qui quadrillaient la zone. Alors pourquoi cette colère? Eh bien parce qu'on assiste à un véritable dialogue de sourds. D'un côté, on a les agriculteurs qui ne sont pas satisfaits des 280 millions d'euros qui ont été débloqués aujourd'hui par Bruxelles. Eux, ce qu'ils souhaitent, c'est une véritable régulation qui remplacera les quotas laitiers. Et d'un autre côté, on a la commissaire européenne à l'agriculture qui joue la provocation. Elle a déclaré aujourd'hui que la poule aux œufs d'or avait été entièrement plumée. Comprenez, David, si vous voulez plus, eh bien, il faudra vous adresser à vos différents gouvernements. Et c'est exactement ce que feront demain les agriculteurs français. Ils seront reçus par Bruno Le Maire pour mettre en place un plan de sauvetage.
François Baudonnet au Luxembourg. Merci François. À noter que l'aide sera répartie au prorata de la production laitière. 17% du montant iront donc à la France. L'actualité politique, David Douillet réussit son entrée dans l'arène électorale. Dans un climat agité, marqué par les récentes polémiques, le résultat de cette législative partielle dans les Yvelines était attendu avec impatience. Certains parlaient de test. Eh bien, le candidat UMP l'emporte avec 52% des voix. Valérie Astruc, Régis Maté. L'ancien champion du monde, médaille d'or à Poissy. C'est votre victoire! C'est votre victoire! À peine élu, David Douillet a reçu un coup de fil de Nicolas Sarkozy. L'Élysée est rassuré après la polémique autour de Jean Sarkozy. Il est très content de cette victoire et très content aussi d'expliquer évidemment que les aléas journalistiques n'entachaient pas évidemment ce que les gens ont envie de faire et ont envie d'élire. Si David Douillet avait été battu ce soir, ça aurait été de la faute de Nicolas Sarkozy. David Douillet est élu ce soir. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a beaucoup de commentateurs qui ont parlé ces derniers jours. Et là, ce sont les électeurs qui ont parlé. Mais à droite, certains jugent la victoire en trompe-l'œil. David Douillet aurait pu gagner plus largement si les polémiques n'avaient pas pollué la campagne. David, le travail qu'il a fait sur le terrain et l'accueil qu'il a eu des gens, c'est quelque chose d'assez phénoménal et je pense que ça méritait encore mieux. La gauche crie au coup de bluff. À l'entendre, la droite aurait perdu si le candidat ne s'était pas appelé David Douillet. Cet après-midi, le nouveau député faisait ses premiers pas à l'Assemblée, très loin de la mêlée politique. J'ai pris la mesure de plein de choses, de l'endroit, de la tâche. En tout cas, Nicolas Sarkozy va recevoir rapidement l'ancien judoka. Merci, au revoir. Car le président a bien l'intention de profiter de cette victoire. Et à noter que le porte-parole de l'UMP, Frédéric Lefebvre, s'en est pris aux médias ce matin. Des médias qui considèrent chaque matin qu'il faut trouver le sujet pour déstabiliser le président, dit-il. Un document maintenant, un document sur un sujet qui sera à nouveau discuté au Parlement dans quelques jours. Il s'agit de la castration chimique pour les violeurs récidivistes ou ceux qui agressent les enfants. Aujourd'hui, elle est facultative, la justice ne peut l'imposer. Voici le témoignage d'un homme qui a choisi d'y avoir recours. Il s'agit d'un prêtre condamné plusieurs fois pour des agressions sexuelles contre des enfants. Il a entrepris le traitement il y a presque un an. Reportage François Privat, Fabien Tormos. Aujourd'hui, le père Emmanuel est toujours prêtre, mais sans affectation. Condamné à 4 reprises pour actes à caractère pédophile, incarcéré pendant 12 mois, confronté à des pulsions insurmontables, cet homme a choisi de subir une castration chimique. Ça devient parfaitement incontrôlable, c'est plus fort que soi. Je pense que quand on est atteint par ce drame de la pédophilie et que l'on désire se soigner, se traiter, c'est un chemin très long. Le traitement est contraignant. 2 gélules par jour et une injection tous les 3 mois. Il faut absolument s'astreindre à cette régularité. Si ce n'est pas le cas, le traitement ne sert strictement à rien, donc c'est un traitement à vie. Et pour lui, le protocole mis en place depuis quelques mois fonctionne. Un matin, je me suis réveillé, mais avec un sentiment de basculement total. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien de l'ordre mécanique, physique, d'un point de vue érection, d'un point de vue des tensions que l'on peut connaître, mais également d'un point de vue de l'imaginaire sexuel, des fantasmes, des pulsions, des images qui peuvent vous traverser la tête. Tout était coupé, si je puis employer ce terme. Vous avez oublié vos démons? Non, on n'oublie pas. Ces choses-là, on ne peut pas les oublier, monsieur, et il ne s'agit pas d'oublier, parce que si vous oubliez, ils apparaîtront d'une autre manière. Il s'agit de les contrôler, il s'agit de les gérer. En tant que prêtre, j'ai envie de témoigner en disant qu'il s'agit d'une certaine résurrection, en quelque sorte. Actuellement, le père Emmanuel est accueilli dans une structure mise en place par l'Église qui prend en charge les prêtres en difficulté. Rappelons donc que de nouvelles dispositions législatives sur le sujet seront discutées à la mi-novembre au Parlement. Si vous voyagez hors de France, de temps en temps, une image qui vous concerne, un nouveau système de passage aux frontières a été lancé aujourd'hui à l'aéroport de Roissy. Il devrait être étendu à d'autres lieux. Le voyageur ne passe plus devant un policier avec son passeport, mais dans un sas où sont vérifiées ses empreintes digitales. Un programme basé sur le volontariat qui nécessite de s'inscrire au préalable sur une base de données. En échange, évidemment, les files d'attente sont réduites.
L'actualité à l'étranger avec le mot du jour, constructif. Il a été employé pour qualifier les premières discussions entre l'Iran d'un côté, les États-Unis, la Russie et la France de l'autre sur la fameuse question du nucléaire. Cela se passait à Vienne. Les négociations portent sur une proposition étonnante. L'uranium iranien ne serait plus enrichi sur place, mais en Russie puis en France, afin de mieux contrôler le processus et d'éviter d'en faire un matériau servant à fabriquer la bombe. Renaud Bernard, Frédéric Basile. En 7 années de crise, Iran et Occident n'ont jamais parlé aussi concrètement. Enjeu de la table ronde, une idée folle, la prise de contrôle du programme d'enrichissement de l'uranium iranien. La communauté internationale veut faire sortir d'Iran l'uranium pour l'enrichir à l'étranger. Première étape, en Russie, l'uranium y serait traité. Puis transfert en France où il serait transformé en barre de combustible, une façon de le rendre inapte à un usage militaire. De retour en Iran, l'uranium alimenterait ce réacteur à Téhéran, objectif officiel un usage médical de la radiothérapie pour traiter les cancers. Problème, rien ne garantit la sincérité de Téhéran dans la négociation d'aujourd'hui. Le scénario le plus probable, malheureusement, c'est que l'Iran essaye de gagner du temps et va essayer de faire traîner ces négociations et, in fine, va refuser l'accord qui lui est proposé. D'autant que la condition mise par la communauté internationale pour cette opération, que l'Iran livre 75% de son stock d'uranium, la quasi-totalité de ses réserves. Dans le rapport de force qu'il veut imposer, Téhéran s'en trouverait sérieusement affaibli. Toujours à l'étranger, alors que la France tente peu à peu de rémunérer ses fonctionnaires au mérite, l'Italie a donné le coup d'envoi d'une réforme radicale. Les agents de l'État seront désormais, vous allez le découvrir, soumis à l'appréciation des usagers qui leur accorderont un bonus ou un malus. Sur place à Rome, Philippe Visserias, Karine Guillaume. Le moment est solennel. Cérémonie de naturalisation pour cette religieuse originaire d'Amérique latine. Au nom de la loi, je vous déclare citoyenne italienne. Un bref moment d'émotion et une petite formalité avant de partir. Sur cet ordinateur, de manière anonyme, la citoyenne va évaluer la qualité du service fourni par l'officier d'état civil. 3 couleurs, rouge si elle est mécontente, jaune sans avis particulier et vert si elle est satisfaite. Ce n'est pas pour les dénigrer, mais c'est pour améliorer le service. Le vote des usagers exprimé sur ces machines sera bientôt pris en compte dans le calcul du salaire de chaque fonctionnaire. C'est normal. Comme ça, on verra ceux qui travaillent et ceux qui ne font rien. On ne voit pas vraiment leur travail comme ça en 5 minutes. J'imagine qu'ils font d'autres choses qu'on ne peut pas évaluer. Le salaire au mérite, c'est le cheval de bataille du ministre de la fonction publique italien. J'ai de mon côté les 60 millions d'Italiens qui n'en peuvent plus de cette administration distante, opaque, inefficace, où les bons éléments ne sont jamais récompensés et où les fainéants touchent autant d'argent que ceux qui travaillent bien. Voir son salaire dépendre du bon vouloir des usagers, une décision qui choque ces fonctionnaires romains. Souvent, les usagers nous évaluent de manière émotionnelle. Parfois, certains sont énervés. L'autre jour, par exemple, une personne a voté rouge avant même que je me sois occupée d'elle. Pour l'instant, cette réforme va concerner 500 000 fonctionnaires italiens. Mais bientôt, elle devrait s'étendre aux enseignants, au personnel médical, aux employés des tribunaux, en tout 3 600 000 salariés du secteur public. Toujours à propos d'économie, une précision sur le grand emprunt que s'apprête à lancer la France. Elle est donnée par Michel Rocard, coprésident de la Commission. Il ne devra pas être trop supérieur à 30 milliards d'euros, dit-il à nos confrères des Échos. Jusqu'à présent, l'ordre de grandeur cité était plutôt de 50 milliards d'euros. Et voilà qui nous amène à notre série. Toute cette semaine, nous allons tenter de répondre à une question. Qui possède la France? Grande famille, place de l'État, groupes industriels étrangers. Qui sont les propriétaires, les actionnaires du patrimoine et des entreprises françaises? Première enquête ce soir, les fameux fonds souverains. Ces gigantesques cagnottes constituées par les États riches en matières premières et qui leur permettent d'investir ici et là dans le monde entier. Quelle est leur puissance? Combien pèsent-ils en France? Enquête Romain Messi, Frédéric Delarue. Il y a les images de cartes postales à l'intention des touristes. Il y a surtout, à Abu Dhabi, de l'or noir enfoui dans le désert. Du pétrole à la demande, une formidable richesse naturelle qui fournit à l'Émirat plus d'argent qu'il n'en faut pour vivre et se développer. Alors les économies s'entassent dans ce coffre-fort.
Cette tour de verre en plein centre-ville abrite le Fonds souverain d'Abu Dhabi. Créé et géré par le gouvernement, il possède aujourd'hui un trésor de guerre estimé à 850 milliards de dollars. C'est le fonds souverain le plus riche sur la planète, mais un parmi tant d'autres. En quelques années, Abu Dhabi, l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, mais aussi Singapour, la Chine, la Norvège ou la Russie ont créé leurs fonds souverains, alimentés en milliards grâce à leur richesse naturelle. Des fonds évalués à 3 000 milliards de dollars aujourd'hui, mais qui pourraient peser 15 000 milliards d'ici 10 ans. De quoi financer de nombreuses entreprises sur la planète, et la France est un de leurs premiers choix. Depuis 3 ans, les entreprises du CAC 40 ont ouvert leurs portes aux fonds souverains. Ainsi, le Qatar détient aujourd'hui 7,6% du capital du groupe Lagardère et entre 5 et 8% de Vinci, le géant du bâtiment. L'émirat de Dubaï possède pour sa part 3% de ADS, la Chine 1,6% de Total. Une tendance de fond puisque d'autres grands groupes comme GDF Suez ou Areva pourraient prochainement s'ouvrir à leur tour aux fonds souverains. Après la Chine, Total négocie maintenant avec les pays du Golfe afin de gonfler un peu plus son capital. Pour le géant pétrolier, les fonds souverains sont une aubaine. Ils font partie du paysage, définitivement ils font partie du paysage. Je pense que ça serait une erreur que de s'en passer, parce que c'est une poche importante de financement disponible et qu'on ne peut pas se permettre comme ça de balayer d'un revers de la manche des gens qui sont présents et très actifs sur les marchés. Dire oui à l'argent des fonds souverains, un discours pragmatique repris par la classe politique. Il y a deux types de pays, il y a ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas. Il nous appartient de créer en France les conditions optimales pour que ceux qui ont des capitaux consentent à investir. C'est la meilleure façon de créer de l'emploi en France, de faire de la croissance. Mais la puissance et les véritables intentions des fonds souverains inquiètent. Les entreprises du CAC 40 et leurs patrons risquent-elles de passer un jour sous pavillon étranger? En pleine crise l'hiver dernier, Nicolas Sarkozy semblait le redouter. Il ne faut pas que l'Europe soit la variable d'ajustement du nouvel ordre mondial. Il ne faut pas que l'Europe soit naïve. Il ne faut pas que l'Europe laisse ses entreprises à la merci de tous les prédateurs. Car si les fonds souverains du Golfe semblent a priori pacifiques, d'autres comme la Chine ou la Russie invitent à la méfiance. Souvent derrière ces fonds souverains, il y a aussi des visées géopolitiques, stratégiques. Si demain un fonds souverain russe dispose de 33%, d'un tiers ou a fortiori de la moitié du capital d'une entreprise française, bien entendu il aura un pouvoir stratégique très important sur cette entreprise parce qu'il en sera en partie propriétaire. Dans l'immédiat, les richissimes émirs du Qatar ou d'Abu Dhabi ont leur entrée au CAC 40 comme à l'Elysée. Difficile pour la France de refuser l'argent qui frappe à la porte. Et demain, nous parlerons de la pierre du patrimoine immobilier en France. L'actualité judiciaire, c'est demain qu'aura lieu ce qui constitue le temps fort et en quelque sorte le premier aboutissement du procès Clearstream, le réquisitoire du ministère public. On attend surtout évidemment ce qui sera demandé ou pas contre Dominique de Villepin. C'est le moment de faire le point sur ce qu'a permis de comprendre cette audience, sur les 3 questions clés qu'elle devait dénouer à propos du rôle de l'ancien Premier ministre. Dominique Verdaillan, Christophe Kenck. Il y a une semaine, Dominique de Villepin participait aux 20 km de Paris. La semaine, la compétition est d'une toute autre nature, une course contre la montre pour prouver son innocence. La vérité Clearstream tourne autour de 3 questions. Son rôle, début janvier 2004, au début de l'affaire. Une première réunion avec Rondeau et Gergorin, une réunion informelle selon sa défense. Il dit au général Rondeau, rendez-moi compte s'il se passe quelque chose. Et de fait, le général Rondeau, pendant 6 mois, ne va jamais le rappeler. Cet après-midi, dans sa plaidoirie, l'avocat de Nicolas Sarkozy souligne que dans les notes du général Rondeau, le nom du chef de l'État apparaît 9 fois. Pour maître Thierry Herzog, Dominique de Villepin est l'instigateur de la manipulation. De Villepin reçoit comme étrenne le 1er janvier 2004 en cadeau par Jean-Louis Gergorin le nom de Nicolas Sarkozy. Dominique de Villepin est-il à l'origine des envois des listings par le Corbeau? Il s'en défend. Jean-Louis Gergorin, le Corbeau, parle lui d'une incitation de l'ancien Premier ministre.
À quel moment a-t-il su que les listings étaient faux? Juillet, octobre 2004, aucun des témoins n'a donné une réponse. Pourtant, cette date détermine la responsabilité du prévenu. Il a des doutes jusqu'à l'automne 2004. Et là, effectivement, il apprend que ces documents seraient falsifiés. Je demande au procureur de requérir le cœur léger, c'était la supplique la semaine dernière de Dominique de Villepin. La tâche n'est pas facile pour le procureur de la République. Il ne s'agit pas ici de trouver une faute morale, une erreur politique. Ici ne se pose qu'une seule question, y a-t-il eu dénonciation calomnieuse? Il est 20h22, restez avec nous à suivre. Le livre électronique peut-il détrôner le papier? Le géant Amazon y croit, il lance aujourd'hui son modèle en France et dans toute l'Europe. Le dirigeable ressuscité, la ville de Paris, a dévoilé aujourd'hui un projet de zeppelin écologique pour la surveillance et même comme moyen de transport de demain. Et puis un beau choc en perspective, c'est l'Irlande qui sera opposée à la France pour les barrages en vue du mondial. Match aller à Dublin, un retour à Paris, on découvrira cette équipe. D'abord donc un lancement qui intrigue et qui inquiète un peu aussi les éditeurs. Le livre électronique connaît un coup d'accélérateur avec l'arrivée en France aujourd'hui du modèle Kindle du groupe Amazon. D'autres projets sont en cours. Faut-il croire au livre électronique et de quoi s'agit-il exactement? Reportage Nicolas Lemarinier, Philippe Jasselin. Version papier ou version écran, Francis Pisani possède un livre électronique depuis 2 ans. Il ne se pose même plus la question. Avant, je voyageais avec 5 ou 6 bouquins suivant mon humeur. Et maintenant, je prends que ça, plus toujours un bouquin, parce qu'on ne sait jamais. Ce Kindle qu'il a acheté aux États-Unis débarque en France via un site de commerce en ligne. Il coûte 245 €, plus le prix de chaque livre numérique. 15% moins cher qu'un roman papier. On tourne les pages en appuyant sur ce simple bouton. Quand je veux un nouveau livre, j'ouvre mon Kindle, je me connecte à un réseau sans fil et je cherche les titres. J'appuie sur un bouton et je le reçois dans les 60 secondes sur mon Kindle. Aujourd'hui, toutes les liseuses électroniques peuvent stocker des milliers d'ouvrages dans un appareil gros comme un seul roman. En 10 ans, le confort de lecture a fait un pas de géant. Le livre s'adapte à vos préférences de lecture. Vous pouvez choisir la taille qui vous convient le mieux, de très petit à très gros. La technologie s'est énormément simplifiée. Cet appareil est comme une clé USB. Vous le branchez à votre ordinateur avec un câble USB. Il suffit de glisser, déposer vos fichiers. L'écran des livres électroniques n'est pas lumineux, il ne fait pas mal aux yeux. Bref, l'appareil est au point. Les fabricants doivent maintenant convaincre les lecteurs. Et ça, ce n'est pas simple. Si je vous propose un livre électronique à la place d'un livre papier, est-ce que vous le prenez? Non. Pourquoi? Parce que ça n'est pas de ma génération. Mon livre papier, je l'emmène avec moi. Mon livre électronique, c'est pas tout à fait pareil. Je trouve ça intéressant d'avoir l'objet dans les mains. Tourner les pages, c'est ce qui fait la lecture. Pour séduire les amoureux des livres, les fabricants vont devoir également persuader les maisons d'édition françaises de publier leurs nouveautés sur ces appareils. Elles sont partantes sous conditions. Il est un fait que nous autres éditeurs, on se doit de préserver à la fois les droits de nos auteurs et de préserver les intérêts des libraires, de la diffusion. À peine débarqués, les constructeurs de livres électroniques sont déjà soumis à une course contre la montre. Les téléphones multimédia proposent eux aussi des romans ou des bandes dessinées sur leurs écrans. Et là, c'est entièrement gratuit. Chacun a son avis sur le sujet. Le livre papier est aussi un objet de plaisir. Nous vous proposons, comme chaque lundi, la question de la semaine sur ce propos. Vous sentez-vous prêt à lire régulièrement des livres électroniques? Oui ou non? À vous de cliquer sur la page 20h du site france2.fr. Résultat jeudi, bien sûr. L'environnement, on connaît le métro, le bus, le tramway. Eh bien, la ville de Paris proposera peut-être un nouveau moyen de transport dans les années qui viennent, le ballon dirigeable. Le projet a été présenté aujourd'hui. Le zeppelin servira dans un premier temps à la surveillance et à l'observation. Juliette Guérin, Mathias Barrois. Il a connu son heure de gloire dans l'entre-deux-guerres, en Allemagne surtout. On le croyait disparu, mais plus léger que l'air. Le ballon dirigeable est en train de rattraper le temps perdu. Aujourd'hui, c'est la mairie de Paris qui planche sur un projet de ballon. L'appareil, en forme d'aile d'avion, pourrait survoler la capitale à partir de 2011. Un ballon nouvelle génération alimenté par des piles à combustible. Les piles à combustible, c'est-à-dire l'hydrogène qui passe dans les piles à combustible, fabrique de l'électricité et ne dégage que de l'eau et de l'oxygène. Donc on a tout bon du point de vue de l'environnement, on est en silence et on ne dégage aucun CO2.
Ces missions, surveiller le trafic routier et les niveaux de pollution, réaliser des analyses topographiques et peut-être un peu plus. L'idée que l'on puisse, par exemple, remplacer les hélicoptères qui aujourd'hui font visiter Paris aux touristes fortunés par un dirigeable est une idée qui mérite d'être examinée. Et si tout va bien, ce prototype pourrait donner naissance à un appareil beaucoup plus gros et devenir un moyen de transport à part entière en Île-de-France, le rêve pour tous. Du football, les Bleus contre les Verts, le tirage au sort a parlé, c'est donc l'Irlande qui sera l'adversaire de la France lors des barrages pour le Mondial 2010. C'était a priori l'équipe considérée comme la plus coriace. Alors qui sont ces joueurs irlandais? Manuel Tissier. Avec des boules vertes comme des trèfles, il fallait s'attendre au pire. Et la France a bien hérité de l'adversaire le plus coriace, la République d'Irlande. Les Bleus joueront donc leur place à la Coupe du Monde le 14 novembre à Dublin pour le match aller et le 18 à Saint-Denis pour le retour. Comme on dit en anglais, tough. C'est un tirage difficile mais jouable, comme tous les tirages de toute façon. Avec probablement une petite opportunité petite chance supplémentaire parce qu'on joue le deuxième match, c'est-à-dire le match retour à la maison. Les Irlandais sont sortis invaincus de leur groupe de qualification. Même l'Italie, championne du monde, n'a pas réussi à croquer les bons hommes verts, 2 matchs nuls. Pour décrocher une 4e qualification mondiale, l'Irlande possède quelques atouts. Un entraîneur italien légendaire, Giovanni Trapattoni, et un stade de 80 000 places, le 4e d'Europe. À Croke Park, temple du sport gaélique, les Bleus marcheront sur les traces de Chabal et Vincent Clerc. En février 2007, le 15 tricolore avait vaincu la ferveur irlandaise pour s'imposer à Dublin, puis remporter le tournoi. Les footballeurs de Domenech peuvent s'en inspirer, car il faudra peut-être des vertus de rugbymen pour aller en Afrique du Sud. Autres matchs de barrage qui seront à suivre, Portugal-Bosnie, Grèce-Ukraine et Russie-Slovénie. Et puis une image de Ligue 1, la série noire continue pour le Paris Saint-Germain. Les Parisiens battus hier soir à Toulouse 1-0, but signé Albin et Bondo. Le PSG recule de 2 places et pointe désormais en 9e position au classement. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Le trafic perturbé dès ce soir. La SNCF connaît sa première grève nationale depuis 1 an pour l'emploi et les salaires face à la réorganisation de l'entreprise. Un corail et un TER sur 2 seulement seront en service, 2 TGV sur 3. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko. Il fera un peu moins froid, nous dit-il. 20h35, votre série Cold Case, affaires classées, 22h20. N'oubliez pas, complément d'enquête avec Benoît Duquesne. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.